La campagne au Venezuela semble être au point mort pour le moment. Je ne sais pas si Trump a décidé quoi faire. Toute la carrière de Marco Rubio repose là-dessus. Si Trump n'autorise pas une guerre de changement de régime, Rubio aura l'air terrible. Et s'il le fait, je pense que le Venezuela deviendra une sorte de Libye de l'hémisphère occidental. Il y a maintenant une énorme pression pour essayer de faire pencher la balance. On retrouve des figures de la première administration Trump, comme Marshall Billingsley, qui travaillait au département du Trésor. Son rôle consistait principalement à concevoir des sanctions et à détruire financièrement le Venezuela, alimentant ainsi les vagues de migrants vers les États-Unis. Voilà à quoi s'emploie Marshall Billingsley. Je veux dire, ce type, qui faisait aussi partie de l'administration de George W. Bush, est l'un des néoconservateurs qui ont infesté la bureaucratie de politique étrangère de Trump. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Il ne fait que publier des images de bâtiments. Eh bien, voici la clinique Simón Bolívar à Caracas. C'est un hôpital. Je pense que vous pouvez comprendre ce qu'il fait. La rumeur dit que Nicolás Maduro et sa femme, Cilia Flores, occupent tout un étage de cette clinique. Et Marshall Billingsley demanderait des frappes aériennes américaines au Tomahawk pour les tuer et bombarder un hôpital à la manière israélienne. Je veux dire, voilà la maladie des partisans de cette guerre psychotique de changement de régime contre un pays qui ne représente aucune menace pour les États-Unis. Je connais Billingsley parce qu'il était responsable du contrôle des armements sous la première administration Trump. Oui, et il a essentiellement contribué à tuer le traité INF dont Trump s'est retiré et a aussi aidé à ignorer l'expiration du traité New START, le dernier traité limitant les stocks d'armes des États-Unis et de la Russie, que Biden a en fait sauvé après son arrivée au pouvoir, à la toute dernière minute. Donc, rien d'étonnant à ce qu'il poursuive ses engagements hégémoniques en Amérique latine, où, comme tu sais, le Venezuela est désormais la cible numéro 1. Billingsley a en fait vendu la mèche lorsqu'il a témoigné. Il travaille à l'Institut Hudson, un groupe de réflexion néoconservateur à Washington, et il a témoigné devant le Congrès en octobre. Son témoignage portait sur le fait que le Venezuela serait une grande plaque tournante de l'exportation de drogue, mais il affirmait aussi que le Hezbollah était basé au Venezuela. C'est l'un des principaux arguments des néoconservateurs, car ils veulent convaincre les Américains que d'une manière ou d'une autre, le Venezuela les menace, bien que nous n'ayons jamais été attaqués par le Hezbollah. Je pense que nous avons été attaqués par une autre organisation. Selon les rapports officiels, les États-Unis ont été attaqués par une autre organisation qui contrôle aujourd'hui la Syrie. Mais c'est un sujet pour un autre jour. Cela a favorisé la peste socialiste qui s'est répandue à travers l'Amérique latine. Ce sont les Vénézuéliens, c'est l'argent vénézuélien corrompu et sale qui a financé la campagne de Petro. Ils ont fait transiter de l'argent vers le Mexique, ils ont fait transiter de l'argent vers le Brésil. Une fois la démocratie rétablie au Venezuela, tout cet argent de subversion finançant les campagnes socialistes dans la région se tarira. Il en ira de même pour les revenus pétroliers du régime cubain et pour tout le soutien aux Nicaraguayens. Nous oublions ce qu'Ortega fait subir aux Nicaraguayens. En somme, il ne s'agit pas de terrorisme ni de narcoterrorisme. Il ne s'agit pas de drogue. Il s'agit de détruire la gauche latino-américaine, et pas seulement à Cuba et au Nicaragua, mais aussi au Brésil et au Mexique, où la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum fait face à des manifestations de droite déguisées en révolution de la génération Z. Ce ne sont que des manifestations artificielles, financées par les oligarques, où l'on scande contre elle parce qu'elle est juive. Mais l'ADL ne s'en soucie pas, car elle soutient la Palestine. Vous voyez l'idée. Il s'agit de géopolitique. Il s'agit du contrôle néoconservateur.
Il s'agit de prendre le programme du document du PNASIC Clean Break pour le Moyen-Orient et de l'appliquer à l'hémisphère occidental. Et tout commence avec le Venezuela, car le Venezuela a été un moteur économique à travers l'ALBA pour soutenir d'autres gouvernements de gauche et progressistes en Amérique latine. Et c'est pour cela que Marshall Billingsley s'y intéresse. C'est pourquoi Elliot Abrams est réapparu cette semaine pour appeler à un changement de régime. Et vous savez qui s'y oppose, qui s'oppose à ce programme. Ce n'est pas seulement presque l'ensemble de l'électorat des États-Unis. Il n'y a pratiquement personne, en dehors du sud de la Floride, qui soutienne cela, en dehors du complexe industriel Gusano. C'est aussi le principal avocat du JAG au commandement sud des États-Unis. Le principal juriste militaire du commandement sud des États-Unis a déclaré que les attaques de bateaux sont illégales. Six sources ont déclaré à NBC News que le principal avocat du JAG s'était exprimé sur les frappes contre les bateaux et a indiqué que d'autres juristes militaires les qualifiaient d'illégales. Ils ont fait part de leurs inquiétudes aux hauts responsables de leur commandement et au ministère de la Défense concernant la légalité de ces frappes. Ces frappes, d'ailleurs, ont tué près de 80 personnes. Nous ne savons pas vraiment qui elles sont. Elles se trouvaient sur de petits bateaux qui ne pouvaient en aucun cas atteindre les États-Unis. Certains de ces bateaux transportaient entre 11 et 13 personnes. On pourrait penser qu'on ne prendrait pas autant de monde si l'on cherchait à maximiser la cargaison de drogue. Aucune procédure régulière. Le JAG du commandement sud a spécifiquement exprimé son inquiétude quant au fait que des frappes contre des personnes à bord de bateaux dans la mer des Caraïbes et dans l'est du Pacifique, que les responsables de l'administration qualifient de narcoterroristes, pourraient constituer des exécutions extrajudiciaires et par conséquent exposer légalement les militaires impliqués dans ces opérations à des accusations de crimes de guerre. C'est assez significatif. Et le chef du commandement sud, le général en chef, Alvin Halsey, est sur le départ. Il s'en va parce qu'il s'oppose à la politique de Pete Hegseth. Ainsi, le plus haut général et le principal juriste du commandement sud, qui est chargé d'exécuter les ordres de Trump et Rubio concernant le Venezuela, s'opposent tous deux à cette politique. Je ne sais pas si nous avons déjà vu quelque chose de semblable récemment. Non, et cela après qu'ils ont également évincé le chef d'état-major interarmé, C.Q. Brown, dont on m'a dit qu'il n'était pas un grand partisan des projets de changement de régime de Trump, aussi bien en Amérique latine qu'en Iran. Alors, parlons de Gregory Meeks. Eh bien, voici l'opposition. Oui, donc, les démocrates ont récemment mené une sorte de tentative à moitié sincère pour faire adopter au Congrès une mesure visant à limiter la guerre de changement de régime de Trump au Venezuela. Cela a échoué. Et Gregory Meeks, qui a contribué à diriger cet effort, est ensuite allé avoir une conversation amicale avec une figure de l'opposition vénézuélienne financée par le gouvernement américain et récente finaliste du prix Nobel de la paix que Trump souhaite installer après avoir renversé Maduro. Oui, eh bien, voilà. On dirait que descends un peu. Descends pour qu'on puisse les voir tous les deux. Voilà. Voici la photo que Gregory Meeks a tweetée de lui-même avec la fanatique belliciste Maria Corina Machado, qui a personnellement appelé Benjamin Netanyahou à lancer une invasion militaire israélienne du Venezuela. Et Gregory Meeks était censé être le chef de la résolution sur les pouvoirs de guerre pour arrêter cette guerre. Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi ressens-tu le besoin de publier cette image montrant que, tu sais, on dirait qu'ils sont les meilleurs amis du monde? De quoi parlait-il même? On n'en sait rien. Mais cela aide à comprendre pourquoi la résolution sur les pouvoirs de guerre
a été si mal conçue. Elle était soutenue par d'autres faucons démocrates comme Jason Crow. Souviens-toi, Jason Crow s'était allié à Liz Cheney pour parrainer la résolution visant à empêcher tout retrait d'Afghanistan, une occupation américaine permanente de l'Afghanistan. Voilà les démocrates du Comité des Affaires étrangères à la Chambre. C'est tellement embarrassant. C'est juste tellement embarrassant. Mais c'est du pur démocrate. C'est tellement typique. S'opposer à la guerre de changement de régime de Trump au Venezuela, tout en soutenant la marionnette qu'il veut installer après le changement de régime au Venezuela. Les démocrates. Ouais, s'y opposer juste assez pour que ça ne fonctionne pas. Eh bien, c'est la même méthode qu'ils ont utilisée pour mettre fin à la fermeture du gouvernement. Ils prennent quelques démocrates qui démissionnent et quelques autres qui ne se représentent pas avant, disons, 2030. Donc personne ne se souviendra qu'ils ont fait ça. Et ils les font voter pour mettre fin à la fermeture. Ensuite, la direction se plaint et Chuck Schumer dit « Eh bien, j'étais contre. Je m'y suis personnellement opposé. Je ne les ai simplement pas encadrés, ni menacés d'aucune manière. » Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser aussi? Ça me fait penser aux gens qui nous attaquent et nous diffament parce que nous dénonçons la propagande de changement de régime, alors qu'eux-mêmes répètent cette propagande tout en prétendant s'opposer au changement de régime. Ils reprennent donc les arguments de la campagne de changement de régime qu'ils prétendent combattre. Ouais. Ils avancent le ballon jusqu'à la ligne d'un yard. Ouais. Et puis ils disent « Non, il faut tirer un fight goal. Tu ne peux pas foncer dedans. » C'est ce qu'ils ont fait en Syrie. Les démocrates, tous les think tanks, la plupart de la gauche institutionnelle, ont soutenu l'asphyxie financière du Venezuela, ont attaqué la révolution bolivarienne d'une manière ou d'une autre. Ils l'ont tous fait. Ils ont tous participé d'une façon ou d'une autre. Jacobin publiait autrefois des articles de ce trotskiste dérangé. Il s'appelait quelque chose comme Mike Gonzalez, qui semaine après semaine attaquait le Venezuela. Ils ont publié un article attaquant Telesur et Jacobin pour montrer qu'ils sont les bons sociodémocrates ou les socialistes démocratiques, pas les mauvais marxistes-léninistes. Et maintenant, je veux dire, ils publient d'excellentes choses contre cette guerre. Et je pense que cela a été formateur pour beaucoup d'entre eux à gauche. Mais les démocrates, eux, n'ont rien appris.